Bonjour Christelle, Bonjour Edna. je suis ravie de t'accueillir dans ce nouveau regard croisé. On va parler ensemble de finances, on va parler d'argent de poche, on va parler d'étrennes, on va parler d'éducation financière de nos enfants. L'idée de notre rencontre aujourd'hui, c'est de regarder ensemble finalement quel est le rôle des parents dans l'éducation financière de leurs enfants. Euh, il y a certains parents qui sont pour, contre l'argent de poche. Finalement, pourquoi faire, dans quelle mesure. Il y a aussi, pendant la période des fêtes, de l'argent qui peut être donné aux enfants sous forme d'étrennes, etc. C'est de tout ça qu'on va parler. Est-ce que tu veux bien déjà commencer par te présenter et puis, voilà, c'est parti. Moi, je suis maman de deux enfants, enfin qui sont maintenant des ados, hein, qui ont 14 et 16 ans. Et j'investis depuis assez jeune, depuis l'âge de mes 25 ans. Pas régulièrement, mais petit à petit, en fait, je me suis au départ via l'immobilier, après via l'entrepreneuriat. Et puis dans un troisième ressort, on va dire ça comme ça, j'ai commencé aussi à investir dans la bourse. Et l'idée, c'était de me développer petit à petit des revenus complémentaires. Voilà, pour vivre dans un certain confort financier, dans une certaine sérénité. Voilà, donc j'accompagne des parents sur cette partie-là d'éducation financière pour eux, pour qu'ils puissent avoir justement les bons bagages, pour qu'ils puissent ensuite savoir en tout état de cause, en fait, comment investir, comment se créer des nouveaux revenus, que ce soit à travers la bourse, à travers l'immobilier ou à travers des business en ligne. Oui, t'es beaucoup sur le multi-revenu. C'est comment on va multiplier les sources de revenus de façon à pas dépendre d'une seule source et finalement pas mettre tous les œufs dans le même panier. Exactement, voilà, c'est ce que nous répétaient nos aïeux. On Et met pas maintenant, tous les œufs dans le même panier. exactement. Et on a cet avantage maintenant d'avoir beaucoup d'opportunités, en fait, enfin, en termes d'investissement en tout genre, en termes de business aussi en ligne avec tous les outils, hein, toutes ces technologies. On a la possibilité de faire beaucoup de choses si, évidemment, on a aussi la volonté de s'y mettre, hein, le temps, le pourquoi derrière. La volonté et la connaissance, parce que quand on ne sait pas ce qui existe, on ne peut pas imaginer qu'on puisse le faire. Et donc c'est aussi ça qui m'a séduite dans le fait de faire ce regard croisé avec toi, c'est que tu vas nous parler aussi de ces différentes sources de revenus et cette éducation qu'on va pouvoir transmettre à nos enfants. Parce qu'un enfant qui grandit sans savoir qu'il y a effectivement la possibilité d'avoir de multiples sources de revenus et pas seulement le salariat ou l'entrepreneuriat, finalement, comment on va développer ses ressources financières dans sa vie sur différents plans, en fait. Exactement, ouais, c'est ce que je dis souvent aux parents, c'est que je pense que l'un des plus beaux cadeaux qu'on peut transmettre à nos enfants, c'est toute cette partie éducative et notamment l'éducation financière. Et d'ailleurs, avant de préparer cet entretien avec toi, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien poser cette question à Edna. Et toi-même, déjà, tu as reçu de l'argent de poche. Est-ce que tu as aussi perçu une certaine éducation financière quand tu étais petite? Alors, moi, j'ai des parents qui étaient commerçants. Ils n'avaient pas une politique d'argent de poche. Ils me disaient, si tu as besoin de quelque chose, tu le demandes. Mais je pense, avec le recul, que l'argent de poche peut être un vrai outil, justement, d'éducation, de gestion d'un budget. Et moi, j'ai fait le choix avec mes propres enfants de leur donner de l'argent de poche pour qu'ils aient la possibilité d'apprendre que la ressource n'est pas illimitée et qu'ils apprennent à gérer cette ressource-là, on peut se faire plaisir, mais c'est peut-être au dépens ou au détriment d'un autre plaisir. Et je pense que c'est vraiment important de faire l'acquisition de ces réflexes-là, de comment je gère mon budget. Les ressources ne sont pas illimitées, donc comment je gère ça? Et c'est le choix que j'ai fait moi avec mes propres enfants, de leur donner de l'argent de poche. Et pour tout te dire, c'est même de l'argent de poche qui est en fonction de leur âge, c'est-à-dire plus ils grandissent, plus les besoins sont importants. Et donc, en fonction de leur âge,
ça augmente. Après, dans la notion d'argent de poche, et tu vas peut-être nous donner des informations là-dessus, c'est qu'est-ce qu'on met dans l'argent de poche? Est-ce que c'est juste de l'argent de poche pour des extras, des sorties, une glace avec les copains, ou est-ce que c'est de l'argent de poche où on va leur demander, et peut-être aussi en fonction de l'âge, ben, c'est l'argent de poche qui vont leur servir à acheter des vêtements, à acheter des choses qui sont utiles et qui sont de l'utile et non pas du futile. Voilà. Alors effectivement, comme tu le dis, c'est que l'argent de poche a l'avantage, quand on décide d'en donner, c'est que ça permet enfin à ce que l'argent prenne sa place, en fait, et sa juste place, hein, au niveau de la famille. En fait, en général, les enfants, la majorité des enfants, je crois que j'avais vu une étude, 93% des enfants abordent les questions financières avec qui? Avec leurs parents. Mm. Et justement, rien de mieux que l'argent de poche pour aborder les choses, pour quelque part un peu contractualiser. Alors, on aime ou on n'aime pas ce terme, mais peu importe en fait, c'est d'arriver à poser un cadre. Ça a le mérite voilà, de le faire. Moi, je suis comme toi, hein, j'ai pas perçu vraiment d'argent de poche. Quand j'étais petite, c'était de temps en temps. Et je me souviens d'une anecdote, je crois que j'étais en colonie de vacances et ma maman m'avait donné, je crois, une pièce ou deux, pas grand-chose. Et puis j'ai eu le malheur de perdre cette pièce, en fait, pendant cette colonie. Et je me revois dans une épicerie avec tous les jeunes de mon âge et chacun avait pu acheter des petits bonbons, tu vois, à cet âge-là, c'était souvent carte postale, bonbons, etc. Et moi, j'avais rien. Eh bien, mine de rien, devenue adulte, c'est quelque chose que j'avais un peu enterré, tu vois, dans mon subconscient. Et c'est revenu bien plus tard, un peu comme, tu vois, cette peur de manquer et de pas pouvoir justement m'autoriser à. Donc, mine de rien, enfin, tu vois, le fait que je n'avais pas eu, alors là, c'est de ma faute aussi parce que j'avais perdu cette pièce, mais ceci dit, j'avais vraiment pas eu grand-chose. Ben, moi, quelque part, ça m'a un peu construit avec une certaine, tu vois, peur par rapport à un certain rapport à Oui. la. Oui, Donc, même si c'était pas grand-chose, et que si c'était ce petit peu qui manquait, à un moment donné, a fait la différence entre toi et euh, les autres enfants de la colonie. exactement ça. Donc c'est vraiment c'était. Enfin moi je vous le partage parce que ça peut résonner auprès de certaines personnes. Je trouve que c'est assez intéressant. On dit souvent que nos parents nous lèguent pas mal de croyances financières et aussi des anecdotes de ce type-là, notamment avec l'argent de poche ou pas d'argent de poche, peut aussi vous construire hein, d'une certaine façon. Oui, Donc je pense que ça a été aussi pour toi, et nous, on est beaucoup comme ça dans la discipline positive, c'est de dire que nos erreurs, c'est des opportunités d'apprentissage. Et finalement, l'erreur que tu as faite de ne pas peut-être prendre soin de bien ranger cet argent ou de le mettre dans une poche qui puisse se fermer avec un zip ou quoi, ça t'a appris aussi de cette expérience-là. Et finalement, ça t'a appris aussi peut-être à sauvegarder les ressources. et à donner de l'argent de poche régulièrement à mes enfants, que ce soit pas, tu vois, par rapport à une occasion spéciale, c'était voilà, d'être dans cette régularité. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que l'argent de poche, on instaure en fait un contrat avec nos enfants sur ben, voilà, comment vous allez utiliser cet argent de poche. Est-ce qu'il y a des achats peut-être interdits, type par exemple des jeux de ligne, hein, des jeux en ligne, bar tabac, enfin ce genre Oui, de oui. ou des achats limités aussi. Ça peut être, par exemple, pas plus de un McDo pour les ados par semaine. Donc voilà, on peut délimiter en fait ce genre Oui. de choses. Et c'est aussi un espace qu'on leur donne de liberté en fait. Pas une liberté totale, mais quand même une certaine liberté. C'est-à-dire que bah, une fois qu'on donne l'argent, et une fois qu'on a mis aussi le cadre sur ce que tu peux faire et ne pas faire avec certaines dépenses qu'on peut juger interdites ou à limiter, eh bien, par contre, tout le reste, tu fais bien ce que tu veux, en fait. Et ça, c'est chouette, je trouve, de donner cette liberté à son enfant. Euh, et puis voilà, dans cette régularité, surtout, dans cette justesse aussi au niveau du montant, comme tu l'as aussi indiqué, c'est qu'effectivement, les besoins de nos enfants évoluent en fonction de l'âge. Puis quand ils deviennent ados, alors là, les dépenses. Les besoins explosent. Ils auraient envie d'acheter la terre entière. Ah bah ça, c'est clair. Non, mais je vois très bien, moi j'ai une fille et un garçon, je vois très bien que les dépenses sont pas exactement les mêmes. Mon fils va être très porté sur les baskets. Ça, c'est devenu une passion depuis moins d'un an en fait, alors qu'avant c'était pas du tout le cas. Et puis ma fille, ce sera plus les vêtements, le maquillage, etc. Mais en tout cas, voilà, oui, ça prend une certaine forme. Et effectivement, nous, c'est à réajuster et se dire, bon, bah, voilà, combien je peux donner en fonction de l'âge, en fait, et de prendre quand même en considération que les besoins évoluent, donc l'argent de poche forcément aussi évolue. Et puis vous donnez à vous aussi, les parents,
la possibilité, en fait, que ça soit pas une charge mentale aussi, cet argent de poche. Ça, je le dis parce que moi, pendant longtemps, je donnais de l'argent de poche en monnaie, parce que c'était aussi important pour moi qui est quand même une approche, on va dire, matérielle, physique, Oui, tu vois, que ça soit pas que du en ligne. On est tellement dans un monde où tout est, voilà, virtuel, tout est... dématérialisé, oui. Mm. Donc je me disais, je veux quand même que l'argent, pour qu'il puisse comprendre ce qu'est l'argent, qu'il voilà, qu'il le touche aussi, qu'il touche les pièces, qu'il touche les billets. Donc pendant longtemps, j'ai fait ça comme ça. Je vais vous parler d'ailleurs d'un système que j'utilisais avec des enveloppes que vous connaissez peut-être, système des 5 enveloppes. Mais bref, et ensuite, bah, je suis passée sur des virements automatiques une fois qu'on leur a ouvert un compte en ligne. Et là, c'était tellement plus facile aussi d'instaurer cette régularité, d'éviter les oublis et les reproches aussi de l'autre côté. Du coup, ça... Oui, oui. Alors, c'est intéressant parce que la définition de l'argent de poche, c'est vrai que quand tu m'as demandé si moi j'avais de l'argent de poche, pour moi, la définition de l'argent de poche, c'est une somme d'argent qui est distribuée, donnée à l'enfant de façon régulière. J'ai reçu, moi, un peu d'argent mais pour des occasions, pour des anniversaires, pour des choses comme ça. Mais dans la notion d'argent de poche, je pense qu'il n'y a pas la notion de résultat. C'est pas parce que tu as eu une bonne note que tu vas avoir de l'argent. C'est pas parce que tu as contribué aux tâches de la maison que je vais te donner de l'argent. Et encore, ça peut se discuter. Si par exemple c'est quelque chose où on a l'habitude de prendre quelqu'un qu'on va rémunérer pour faire quelque chose et que finalement notre enfant se propose de le faire à la place de cette personne, et ben pourquoi pas finalement le rémunérer. Donc il y a pas de règle absolue là-dessus, mais je pense que c'est dissocier des résultats et de la participation aussi aux tâches ménagères et à la maison et le fait de ranger sa chambre. Bon, il y a un certain nombre de choses qui sont décorrélées de l'argent de poche et que l'outil argent de poche est un outil éducatif, effectivement. Je donne l'opportunité à mon enfant d'apprendre à gérer un budget, à gérer une enveloppe budgétaire et elle n'est pas soumise à une obligation de résultat. Tout à fait, je suis tout à fait Voilà. d'accord avec toi. Ouais, moi, je le perçois exactement comme ça. Et c'est aussi un moyen pour responsabiliser l'enfant. Petite anecdote aussi à partager, là, qui est arrivée récemment. Ma fille bon, a perdu quelque chose, un document officiel qui était assez important. Et bon, ça lui arrive souvent de perdre pas mal de choses, comme moi, d'ailleurs, quand j'étais... Et donc là, bah, ça coûtait de l'argent en fait, hein, notamment une clé de l'appartement. Enfin, et puis là, c'était ce document officiel, donc il fallait redemander ce document officiel, il fallait repayer un terme fiscal, etc. Alors la somme est pas énorme, elle vaut, enfin, elle est pas énorme. Ça peut être énorme quand même pour elle, c'est 25 euros. Mais là, symboliquement, je lui dis, bah écoute, là, non, tu l'as perdu, il va falloir qu'on la refasse. C'est du temps perdu, c'est aussi de l'argent à remettre. Donc, je lui ai indiqué, ben voilà, tu as de l'argent de poche, mais sur cet argent de poche, par contre, du coup, je vais te demander de me rembourser, en fait. Donc là, c'était pas une punition, mais c'était une question de, tu vois, de responsabiliser l'enfant aussi, et que cet argent peut aussi, ben, quelque part, participer à un dédommagement, quelque part. Mhm. C'est une réparation ou c'est ce qu'on appelle une Voilà. conséquence de ces actes et de ces... Et donc, l'argent de poche, en fait, effectivement, c'est à des fins éducatives. On voit que ça permet de faire pas mal de choses. Rien qu'avec l'argent de poche, c'est de comprendre ben, ce qu'est un budget. En fait, voilà, bah, tu as des dépenses. Donc, les enfants vont beaucoup dépenser en général sur des bonbons, des jeux vidéo, des vêtements, des livres, etc. Donc, ça peut être l'enjeu de leur montrer, bah, voilà, peut-être c'est intéressant pour toi de tenir un petit peu un budget, de voir en fait toutes les dépenses. Et le revenu, bon, bah, le revenu, c'est assez simple, là, c'est en argent de poche, mais de voir en fait, voilà, comment ça rentre, comment ça sort, comprendre un petit peu ce qui se passe régulièrement. Donc, il y a l'intérêt, en fait, de lui montrer ce qu'est un budget, l'intérêt de lui montrer effectivement comment épargner, c'est-à-dire que peut-être que dans cet argent, il y a peut-être une petite partie que tu peux mettre de côté. Et du coup, sur quoi? Et là, on peut mettre en place, du coup, aussi, tu vois, de transmettre aussi qu'est-ce que recevoir des intérêts en fait, si on le dépose sur un livret, notamment un livret A, enfin, tu vois, tout ça, Mhm. ça ouvre les discussions sur l'épargne et sur l'investissement derrière. Ça peut être aussi lui montrer, bon, bah, tu as un objectif, par exemple, acheter une très belle paire de baskets, combien ça vaut? Ça vaut peut-être 50 euros, d'accord.
cette paire de baskets, combien, comme c'est quelque chose, tu vois, d'exceptionnel et que tu as envie de te l'acheter, ben, on peut mettre en place une sorte, tu vois, d'échéancier, en fait, lui montrer ben, cette paire de baskets. Peut-être que tu peux attendre les soldes du mois de juin, peut-être que ce sera un peu moins cher. Et puis, si c'est pour attendre jusqu'au mois de juin, combien tu peux mettre de côté, en fait, pour attendre justement cette échéance. Donc là, c'est lui montrer l'intérêt de mettre de côté D'épargner. voilà, exactement. Et ça c'est intéressant aussi de lui montrer, de leur montrer qu'en fait, il y a des dépenses, effectivement, plaisir, mais il y a des dépenses qu'on peut aussi attendre, en fait, qu'on on n'est pas, on nous élève tellement, enfin, on nous élève. C'est-à-dire qu'on se construit beaucoup dans l'immédiateté, c'est-à-dire, voilà, vouloir les choses vite et tout de suite. Et en fait, on sait que, bah, au final, après, quand on devient adulte, bah, on peut pas forcément avoir les choses tout de suite, hein. Et qu'il faut bah, attendre d'avoir les finances pour. Et donc, c'est leur montrer aussi quelque part que, bah, oui, on peut se faire plaisir, mais peut-être qu'on peut aussi attendre, et c'est tout à fait normal, en fait. Mm. Oui, c'est intéressant de c'est aussi un apprentissage d'accepter la frustration que bah oui, je peux pas acheter ou avoir tout de suite maintenant et de se dire bah, comment je gère mon budget. Est-ce que je mets tout de côté, tout ce que je reçois chaque mois, ou est-ce que je prends qu'une partie et pour pouvoir continuer à me faire plaisir à côté, et finalement, au bout de combien de temps je pourrais m'acheter ce que j'ai envie d'acheter, avec peut-être la possibilité que le besoin évolue et que finalement, ce sera plus ça dont il aura envie au bout de 5 ou 6 mois d'épargne. Et c'est ça, ouais, ouais, effectivement. Après, c'est peut-être se rendre compte que bah, il n'y a peut-être plus besoin et que l'envie est passée et que c'est peut-être pas si mal, en fait, quelque C'est ça. part. Et alors, du coup, moi, mes enfants, quand j'ai commencé à mettre en place l'argent de poche, j'avais mis en place un système qui s'appelait, alors, j'ai plus exactement le terme, mais c'était un jeu autour de 5 enveloppes. C'est-à-dire que alors, je leur transmettais vraiment 5 enveloppes et c'était le terme, je crois que c'est l'acronyme dollar. Le D, c'était l'enveloppe du don. C'est-à-dire que sur l'argent de poche qu'on leur donnait, il y avait une petite partie où c'était un don. Alors, un don, par exemple, bah, pouvoir offrir quelque chose à quelqu'un, par exemple un cadeau d'anniversaire, ou peut-être juste donner à une association, ou peut-être un SDF, en fait. Enfin, en fait, l'argent de poche, c'est de montrer aussi il y a aussi cette possibilité de donner. Donc Ah ça, oui. on n'en parle pas souvent en fait dans l'argent de poche et de montrer aux enfants que bah, l'argent, ça peut être justement pour donner, pour rendre service. Le haut, c'était dans dollars, c'était objectif, donc c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, c'était par rapport à un objectif, un bel achat qui était peut-être un peu plus onéreux que d'habitude et de mettre en place en fait un échéancier par rapport à ça. Le L de dollar, c'était loisir. Donc, bon, voilà, c'est comme son nom l'indique, hein, c'est de se faire plaisir, bonbons, vêtements, etc. Le A, c'est apprentissage. Alors ça, pour moi, c'était hyper important. Dans cette enveloppe, c'était leur montrer que c'est intéressant aussi de mettre de côté pour pouvoir s'acheter notamment des livres, par exemple. Alors, sauf si on passe en bibliothèque, mais c'était de leur montrer l'intérêt aussi de se former, enfin, d'investir Mm. son argent pour se former. Oui, Donc, c'est quand intéressant. c'est intéressant, puis enfin, je pense que toi comme moi, on aime tellement aussi tu vois, se former, et moi, c'est quelque part quelque chose que j'avais envie de leur transmettre, en fait, que se former, oui, ça a un coût, mais en même temps, enfin, moi, je le vois plus comme un investissement, et c'est important, voilà, de l'intégrer, en fait, quelque part dans ses dépenses, dans ses finances, qu'il y ait une part pour ça. C'est un investissement sur soi, mais ça peut être aussi, tu vois, par exemple, dans l'apprentissage dans des loisirs, se former dans un loisir, c'est aussi peut-être assurer sa sécurité, c'est pratiquer ce loisir de façon en sécurité. Tout à fait. Donc se former, c'est investir sur soi. Exactement, exactement, c'est tout à fait ça. Et puis la dernière lettre, enfin la dernière enveloppe, c'était le R de richesse. Alors là, c'était leur montrer, j'avais fait une sorte de petite fiche, un peu comme un livret A ou un peu comme, tu sais, les jeux là, je me souviens plus, la bonne paye par Ah oui. exemple. Bien de petits cartons où on a le livret et puis on a le taux d'intérêt, etc., qui est énorme d'ailleurs. Bon, du coup, là, c'est pareil, en fait. On avait mis en place, en fait, un système comme ça de taux d'intérêt.
et de lui dire, ben, voilà, si dans ton argent de poche, tu mets par exemple 2 euros dans cette enveloppe, ben voilà, là, c'est rémunéré. Donc, ces 2 euros vont travailler et vont te permettre, en fait, bah, si tu laisses cette somme dans cette enveloppe, alors c'est à nous de définir nos propres règles, hein. D'accord. Je vous invite surtout à ne pas suivre les règles du livret A et autres, parce que là, c'est hyper décevant pour eux, ça va pas les encourager à épargner, ça c'est clair. Donc là, j'étais pas sur un taux de 3% et sur un an, j'étais plutôt sur quelque chose de plus encourageant, par exemple sur 3 mois, peut-être du 5 ou 10%, je me souviens plus ce que j'avais mis comme taux, mais en tout cas de leur montrer encore une fois l'intérêt de mettre de côté et de le mettre de façon judicieuse sur un livret, en fait, enfin, sur tu vois, une enveloppe à part, pour leur montrer qu'il y a possibilité de faire fructifier l'argent. Mhm. Là, on peut en plus aborder le sujet des intérêts composés, l'effet boule de neige exponentiel, c'est-à-dire que plus on laisse son argent, ça procure des intérêts, ces intérêts procurent aussi des petits intérêts, etc. Enfin, c'est l'effet, encore une fois, exponentiel. Donc, Mhm. là, hop, pareil, on est sur cette partie éducative, donc c'est chouette. C'est intéressant. Et du coup, c'est vrai que quand on a cette enveloppe physique, si tu leur distribuais 5 enveloppes et qu'ils avaient cet argent physique, les pièces, les billets, c'était aussi peut-être plus facile de visualiser que de voir différentes lignes sur sur un compte bancaire. Euh, et effectivement, je te rejoins. Aujourd'hui, on est dans le virtuel à tout prix. Tout est dématérialisé. Revenir vers quelque chose qui est euh, l'argent sonnante et trébuchante peut aider à bien visualiser ces 5 enveloppes, ces 5 façons d'utiliser son argent, parce que c'est de l'utilisation. Ouais, exactement. Et franchement, je le conseille surtout pour des enfants qui sont encore par exemple au niveau de l'école primaire ou début de collège, en fait, parce que là, c'est vraiment l'âge où leur, petit à petit, où on commence à leur parler argent et d'épargne, etc. Enfin, ça vient petit à petit, mais c'est vraiment, encore une fois, pour moi, c'est le bon âge pour ne pas passer tout de suite sur le en ligne et de passer sur, enfin, d'être en tout cas sur quelque chose de plus tangible, de plus concret, parce que c'est ce qu'ils ont besoin à cet âge-là. Et par contre, une fois qu'ils sont ados et des grands ados, typiquement bah, milieu collège, puis début lycée, là, ça va être effectivement intéressant de passer sur bah, tout ce qui est bah, compte bancaire. On a des applications, maintenant on a des sites, on a des néobanques en fait qui sont créés, qui sont orientés justement pour les jeunes avec des outils pédagogiques et qui permettent en fait de, voilà, de montrer à l'enfant, enfin aux ados, ben voilà, tu reçois de l'argent régulièrement de mon côté, tu as un coffre-fort numérique. Enfin, ils sont très astucieux maintenant, D'accord, hein. c'est des applications où on va, où c'est vraiment Donc, ouais, des des applications banques. d'énergie, ouais. C'est des banques en ligne ou c'est ce que tu appelles les néobanques? C'est C'est des banques en ligne, enfin d'accord. c'est similé, c'est des, comment on appelle ça? C'est pas exactement des banques, mais il y a une grande similitude, hein. C'est agréé par les autorités financières. On les appelle les néobanques. Et en fait, enfin, vous avez la possibilité du coup d'ouvrir un compte. Moi, c'est ce que j'ai testé hein, pendant presque un an auprès de mon fils, des néobanques qui s'appelait, ouais, bon, je vais te donner les noms, hein. Il y en a deux qui sont très intéressantes en ce moment, enfin, qui se font parler d'elles, c'est PixPay et Card. Ça commence par un K. Moi, j'avais essayé PixPay et, euh, et donc mon fils a pu commander une carte bancaire, il a même pu la personnaliser, donc ça c'était chouette. On avait toute la partie éducation financière à l'intérieur de l'application de cette néobanque, donc on avait notamment bah voilà, est-ce que tu as un objectif? Oui, bah tu mets le montant, ce que c'est ton objectif, quel est le montant, quelle est la date à laquelle tu souhaiterais atteindre cet objectif. Il y avait la partie coffre-fort numérique. Là, on pouvait mettre nous-mêmes en tant que parents le taux d'intérêt en fait qu'on proposait. Donc là, c'est nous, hein. C'est pas la néobanque hein, qui verse. C'est bien nous quand on définit nos propres règles du jeu et c'est à nous aussi de, bah voilà, non seulement de D'accord. verser. Voilà. Et donc, moi, je trouvais ça très, très bien conçu. C'était une bonne, voilà, une bonne approche. D'accord, oui, oui, c'est intéressant. Je connais, c'est pas du tout.
Les néobanques, je ne connaissais pas du tout ça. Et ce qui est intéressant, c'est que finalement, c'est le parent qui abonde le compte de l'enfant sur cette néobanque, qui va pouvoir avoir finalement sa propre carte, ses propres connexions, Ouais. identifiants et Du retrait, enfin, tu vois, tu as vraiment aussi une maîtrise des choses, en fait. Tu reçois des alertes si besoin. Enfin, il y a beaucoup de sécurité, on va dire, dans ce qui est proposé voilà, ces banques. Maintenant, la plupart des banques en ligne, de toute façon, hein, ils sont censés le faire dès qu'on ouvre des comptes auprès de jeunes. C'est quand même auprès de Boursorama. Enfin, voilà, il y a beaucoup de sécurité, mais qui donne quand même une certaine souplesse à nos ados et les ados le demandent, hein. De toute façon, c'est la réalité Hmm, du marché, hein. hmm. C'est intéressant. Alors, tu disais, oui, plutôt pour les enfants qui sont en primaire ou début de collège, mais par exemple, un parent qui nous regarderait en se disant, bon, allez, c'est décidé, à mon ado, je vais donner de l'argent de poche, ce serait quand même intéressant de dire, bah, on va commencer quelques mois avec nos 5 enveloppes, je te donne, et comme ça, se mettre le pied à l'étrier. Et un ado qui n'aurait jamais eu moyen de gérer un budget, de gérer son argent de poche pour ne pas le mettre dans le grand bain tout de suite, peut-être mettre en place ça pour commencer en tout cas. Ouais, c'est ça. Dans tous les cas, je pense qu'il faut qu'il y ait un accompagnement. Voilà, et encore une fois, je trouve que ça peut être un très bel espace de discussion entre le parent et son enfant. La majorité des Français n'ont pas eu d'éducation financière. Tu vois, j'aurais pu aussi te poser cette question plutôt que au départ te demander si tu avais eu de l'argent de poche. Est-ce que tu avais perçu d'éducation financière? La réalité, c'est que je crois que c'est 7 à 8 Français sur 10 indiquent ne pas avoir justement bénéficié de cette éducation financière. Donc là, bah maintenant, on a quand même tu vois, des outils qui le permettent, on a pas mal d'informations, voilà, on a enfin moi personnellement, en tout cas, j'ai cette envie en fait voilà, de leur donner le meilleur et qu'ils puissent surtout être autonomes une fois que la majorité est là. Et parce que eux, ils ont cet avantage de temps devant eux. Donc moi, c'est quelque chose aussi que je montre à mes enfants. Ben voilà, si vous épargnez régulièrement pendant 20 ans telle somme à tel taux d'intérêt, ben voilà le capital que vous allez avoir en fait. Mais ça, tu vois, ok, c'est bien d'indiquer les chiffres, mais c'est bien aussi de les accompagner parce qu'on sait que dans la finance, ce qui se joue surtout, c'est la régularité en fait derrière. Donc, et le suivi. Et Donc, le suivi, oui, c'est ça, il y a la régularité, le suivi. Euh, Et j'avais une remarque ou une question qui m'a échappé. Mais effectivement, ça va être aussi un espace de discussion. Et oui, c'était la question de la modélisation. On est dans certaines familles, l'argent et parler d'argent, c'est tabou. Donc, ça va être aussi déterminant dans la façon dont on appréhende la question du budget, de dépenses et de la façon dont on dépense son argent. Si on a grandi dans une famille où l'argent c'est tabou, où on peut pas, on ne parle pas ni de combien on gagne, ni de comment on dépense, ni de combien ça a coûté, etc. Eh bien, on passe finalement, on peut passer à côté justement de cette éducation financière où ben, l'argent c'est pas peut-être pas forcément tabou. On l'étale pas non plus sur la place publique, mais c'est comment on peut en parler de façon honnête, décomplexé et en, dans le sens où il y a rien de mal. Je pense que les anglo-saxons et les français ont un rapport à l'argent qui est très différent, là où aux États-Unis, l'étalage de sa fortune, c'est aussi l'étalage de sa réussite sociale, parce que elles sont étroitement liées aux États-Unis, notamment. Quand on a beaucoup d'argent, c'est on a réussi sa carrière, on a réussi socialement et on a plaisir à le montrer qu'on a réussi. Euh, Là où en France, on est plutôt vivons bien, vivons cachés, et la question de l'argent, on n'en parle pas, on l'aborde pas, et c'est très indiscret de demander à quelqu'un combien il gagne. ah oui, c'est clair, mais il y a encore vraiment beaucoup d'omerta en fait, hein, beaucoup de tabous dans les familles. Et moi, par exemple, comme je te l'ai indiqué tout à l'heure, j'ai commencé à investir jeune hein, dans l'immobilier. Et quand j'ai eu mes enfants,
et que j'ai recommencé à investir au niveau de location type Airbnb, coloc, etc., bah, j'ai pris le parti aussi d'en parler à mes enfants, de leur montrer et de les faire venir aussi dans mes locations, leur montrer bah, voilà, comment ça tourne, comment ça se passe en fait concrètement, pourquoi je fais ça aussi, parce que quand je l'ai fait, je l'ai refait, notamment en 2015, moi c'était parce que j'avais cette envie de me mettre à mon compte et de diversifier mes revenus à cette époque-là. Donc c'était de leur montrer, bah voilà, maman, elle fait ça parce que bah, qu'elle et des revenus supplémentaires. Ça me permet du coup d'avoir beaucoup plus de temps, notamment beaucoup plus de temps pour vous, pour être là quand vous rentrez de l'école, etc. Et c'est pour ça que, bah, oui, je mets aussi du temps sur cette partie investissement parce que bah, ça me permet aussi derrière d'avoir du temps pour vous. Donc, tu vois, un peu de Oui, comprendre, oui. de rattacher en fait ce qu'est un investissement à pas au fait que seulement c'est pour gagner de l'argent, c'est surtout relié à un pourquoi. Et le pourquoi, pour moi, était tellement... Enfin, c'était pour eux, quoi. J'avais tellement envie d'avoir du temps, de ne pas passer à côté de leur enfance, que pour moi, voilà, je me suis challengée sur, notamment sur la partie investissement locatif, qui est, des fois, on peut passer par des moments quand même inconfortables, qui peuvent nous renvoyer à nos propres peurs. Mais voilà, leur montrer, ben oui, je fais ça, mais c'est parce que, voilà, concrètement, c'est parce que je vais avoir vraiment plus de temps pour vous, vous accompagner pour vos sorties scolaires, être là pendant vos vacances scolaires, euh, voilà, ce genre de... Mm. Donc pour moi, c'est encore une fois l'éducation financière, c'est pas qu'une question de savoir tenir son budget, c'est une question de leur montrer que l'argent est un outil, un très bel outil, euh, qui ne doit pas être anxiogène aussi, ça c'est très important aussi de ne pas leur transmettre nos propres peurs, et que l'argent nous permet en fait de financer nos projets de vie, nos rêves en fait, nos voyages par exemple. Voilà. Encore une fois, voilà, le relier à un pourquoi. Oui, finalement mettre du sens et non pas simplement augmenter euh, les chiffres voir augmenter le chiffre sur le compte en banque qui en soi n'a pas forcément de sens, mais de dire bah, finalement j'épargne pourquoi, pour qui et voilà dans quel but. Ouais. Euh, Ouais. Effectivement, cette notion de sens, elle a sa place et c'est justement dans le dollar, c'était l'objectif. C'est pourquoi Ouais. j'ai envie. Et Bah, notamment l'enveloppe de l'objectif, justement, oui, effectivement. c'est Ça, ça, ouais. c'est le fameux pourquoi. Bah, il y a l'enveloppe de la richesse qui permet de comprendre comment faire fructifier l'argent, mais là, derrière, on n'a pas le pourquoi, en fait. Alors que Oui. l'enveloppe de l'objectif, effectivement, là, on a vraiment le pourquoi et le tangible, en fait, le concret derrière. Oui, Mm. augmenter son capital, bah oui, mais dans quel but? Et d'autant plus quand on est dans un monde complètement dématérialisé où ben, finalement un certain nombre de zéros sur un compte en banque, ça change quoi? Je me rappelle d'un coach qui disait, bah, si demain, voilà, je mets 1 million d'euros sur votre compte, Ouais. qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça vous fait? Qu'est-ce que ça génère? Qu'est-ce qui... euh, C'est ça qui est fou parce que je l'ai encore partagé hier auprès de personnes que j'ai accompagnées. Je leur dis, mais vous savez, la plupart des clientes que j'ai, quand je leur demande, quand on travaille sur leur vie idéale annuelle, sur les dépenses qu'elles devraient faire si elles voulaient vraiment mener la vie qu'elles rêveraient d'avoir, dans la majorité des cas, vraiment, dans la très grande majorité des cas, je n'ai pas de personne, quand on met vraiment les chiffres bout à bout, les dépenses, elles n'excèdent pas le 1 million par an, en fait. Et même pas, ça va être plutôt de l'ordre, c'est loin de là d'ailleurs, c'est de l'ordre plutôt de 30 000, 50 000, 100 000, 200 000, mais on ne sera pas sur des chiffres, tu vois, complètement incroyables. Je pense qu'on fantasme en fait beaucoup, en fait, et on se dit, bon, bah voilà, il faut, pour réussir ma vie et pour mener tous mes projets, il faudrait que je sois millionnaire. Mais en fait, vraiment, quand on regarde les chiffres, quand on les met à plat, je trouve ça formidable de voir que bah non, on n'a peut-être pas besoin d'autant d'argent. Bah, Donc, et puis, alors, il y a ce fameux adage, l'argent ne fait pas le bonheur. Il peut y contribuer, mais à une certaine hauteur. Je crois qu'il y avait une étude qui avait été réalisée qui disait que pour une famille de 4 personnes, au-delà de 7 500 € de revenus pour la famille, le niveau de bonheur n'était plus corrélé.
au revenu de la famille. Que finalement le niveau de bonheur est, est atteint à un certain montant de revenus. Bien sûr, quand on est dans la nécessité, qu'on a des revenus qui sont très limités, ça peut impacter le niveau de bonheur. Mais qu'en fait, à partir d'un certain niveau de revenus, le bonheur n'est plus lié à ce qu'on a sur le compte en banque. Et c'est assez intéressant de se dire, bah, finalement, moi, pour être bien dans ma vie, alors après, il y a être bien dans ma vie, avoir ce dont j'ai besoin pour vivre confortablement. Et puis après, c'est réaliser mes rêves, réaliser si j'ai envie de m'éclater, etc. Sans doute ça demande plus de dépenses. Mais le niveau de bonheur, si je serais heureuse dans ma vie, si je pouvais avoir tel environnement que je me serais construit, finalement, ça peut être il n'y a pas besoin de millions, comme tu disais. Non, c'est ça, hein, vraiment, on n'a pas besoin de millions, mais ça nous demande vraiment à être, encore une fois, ben, voilà, bien se connaître, en fait, encore une fois, tu vois, qu'est-ce qu'on a envie, en fait, qu'est-ce qu'on a envie de vivre durant ces prochaines années, qu'est-ce qui est important pour nous, quelles sont nos vraies priorités, parce que les autres attendent de nous, qu'est-ce que Mm. nous, en fait, on a réellement envie de vivre pour nous-mêmes, pour nos enfants, et à partir de là, ben, voilà, poser les choses, poser vos objectifs, poser les chiffres derrière et vous rendre compte que bah, il n'y a peut-être pas besoin aussi effectivement d'autant d'argent. Peut-être que Mm. tout à fait OK. Et puis, derrière, ce que j'ai pas précisé, mais ça me paraît évident, enfin, on l'a un petit peu évoqué quand même, c'est que la partie éducation financière, argent de poche avec nos enfants, ça nous demande effectivement, nous, à nous, les parents, en fait, de bien se former, d'être bien au clair, parce que là, effectivement, bah, on peut à la rigueur, si on n'a aucune connaissance, en fait, sur la partie placement, en fait, investissement, bon. C'est un peu dommage, puis les enfants peuvent le ressentir aussi, hein, si on a nos propres lacunes quelque part, le fait que ben, on peut peut-être beaucoup dépenser, peut-être qu'on peut se retrouver dans le rouge en fin de mois, et puis bah, voilà, on peut le ressentir au niveau, tu vois, de la maison, en fait, ça peut être assez pesant. Donc à nous, les parents, ça nous demande quand même d'être, voilà, de bien travailler son rapport à l'argent et voilà, d'acquérir en fait des connaissances et des compétences financières, c'est ça, ça nous revient à nous vraiment pour qu'on soit, voilà, qu'on soit ensuite en mesure de léguer cette éducation financière à nos enfants et de leur donner quelque part un peu un exemple, hein, comme toi et comme moi, hein, ce qu'on peut mettre en place. C'est ça, et ça rejoint tout à fait aussi ce qu'on dit en discipline positive, c'est que le parent est un modèle pour l'enfant. Donc, un parent qui aurait lui-même des difficultés à gérer son budget et qui serait dans le rouge systématiquement à la fin du mois, sauf bien sûr gros problème, hein, on imagine bien que quand on est dans le rouge à la fin du mois, on ne le fait pas exprès. Euh, mais c'est aussi se dire comment je vais être un modèle de gestion financière pour mes enfants et à leur expliquer, à les amener à découvrir quels sont les ressorts, les leviers que j'ai pour gérer mon budget efficacement et rester dans quelque chose de raisonnable et de tirer la ficelle ben, comment j'augmente ma ressource si j'ai besoin de plus et dans quel but. Encore, on revient à ce fameux objectif. Euh, C'est euh, ça, c'est leur montrer qu'on a la possibilité nous-mêmes, on peut avoir des revenus voilà, qui sont certainement limités, mais on peut trouver peut-être d'autres façons en fait de créer de la richesse. On peut innover, on peut peut-être faire organiser des vides-greniers. Enfin, il y a mille et une façons en fait de montrer aux enfants qu'on peut créer de l'argent aussi voilà, d'autres manières, d'autres façons. Et d'ailleurs, tu vois, ça c'est quelque chose que je ressens aussi beaucoup. J'ai beaucoup de parents qui me le disent. C'est maintenant les ados sont beaucoup plus demandeurs au niveau de l'entrepreneuriat. Alors, il y a notamment tout ce qui est achat-revente sur Vinted, c'est encore une grosse mode. Et je sens qu'il y a vraiment voilà, une envie en fait des jeunes tu vois,
prendre en main aussi les choses, de créer, de prendre en main leurs finances. En tout cas, moi, c'est ce que je ressens. Et du coup, j'ai des parents voilà, qui, des fois, me questionnent sur ça parce que eux, par contre, ils se sentent un peu dépassés avec des ados qui veulent se lancer en tant qu'entrepreneurs ou influenceurs, parce que ça, c'est aussi. Influenceurs, c'est ce que j'allais dire. Il y a ce modèle des youtubeurs, des influenceurs qui arrivent à vivre de leur passion, qui apparaît en tout cas pour nos jeunes comme des hobbies. Je trouve que c'est aussi intéressant de leur rappeler que on n'a rien sans rien et que finalement, alors même si la question de l'argent de poche est un petit peu antinomique par rapport à ça, c'est que en réalité euh, pour pouvoir devenir riche, comme les influenceurs et youtubeurs, ben, ça demande du travail. Et donc, c'est dans quelle mesure le travail que je fournis, avec les choix que je fais, va contribuer à ma richesse et à la façon dont je vais créer mon patrimoine, mes ressources. Tu parlais des différentes façons d'acquérir de l'argent. Et je pense que le revers de la médaille, c'est aussi les différentes façons de dépenser son argent. C'est de quelle façon je dépense mon argent. Et ça ouvre aussi un champ de questionnement qui est intéressant avec nos jeunes, c'est de se dire, OK, il y a différentes façons d'avoir de l'argent, mais il y a aussi différentes façons de le dépenser. Qu'est-ce qui me semble juste dans les dépenses que je veux faire et comment je veux dépenser de façon intelligente. Et il y a aussi C'est sens. voilà, c'est ça. Et il y a aussi différentes façons de placer son argent. C'est-à-dire qu'on peut aussi avoir une attitude assez extrêmement, tu vois, très prudente, donc à placer son argent typiquement sur des livrets, livrets A, livrets jeunes, donc pour les jeunes. Donc, et de leur montrer qu'il y a peut-être aussi la possibilité d'investir de façon plus dynamique, mais plus risquée aussi, et de leur faire comprendre aussi bah, qu'est-ce que ça signifie derrière, en fait. Donc ça, c'est chouette. Donc ça nous renvoie à nous-mêmes, hein, avec nos propres peurs, hein, notre propre appréhension du risque aussi. Nous-mêmes, quand moi, par exemple, je sais que je suis quelqu'un d'assez prudente, mais en même temps, il y a le côté aussi envie de me challenger, de créer aussi de la richesse et du coup d'accepter aussi le risque, la contrainte derrière, les risques inhérents. Donc ça ouvre pas mal de choses aussi en soi, je trouve. Et je vois l'heure qui avance et c'est passionnant. S'il y avait, est-ce que tu as un peu les tops et flops pour les parents? Qu'est-ce qui à faire ou à ne pas faire? Quelles sont les erreurs peut-être à éviter euh, pour les parents dans l'éducation financière de leurs enfants? Bah, déjà, là, ce qu'on avait dit tout à l'heure, c'est l'argent de poche. En fait, ne pas donner d'argent de poche, à mon sens, même si ça peut être à minima. Mais en fait, en tout cas, voilà, de leur transmettre cet argent de poche à partir d'un certain âge, hein, quand sont évidemment prêts. Mais voilà, d'être dans ça et dans cette approche régulière, en fait, qui est pas d'oubli, parce que ça, l'enfant peut aussi le ressentir et le percevoir comme une injustice. Euh, et puis, je pense que le plus grand flop que je vois derrière, ben, c'est nous-mêmes, encore une fois, notre éducation. C'est-à-dire que si on, voilà, si on s'intéresse pas à l'argent, si on ne comprend pas, si on n'aime pas ça, en fait, si on a en tout cas un certain nombre de croyances hein, euh, financières limitantes, on va dire ça comme ça va se ressentir en fait au niveau de nos enfants. Donc moi, je pense que c'est voilà, encore une fois, prendre quelque part un leadership sur ces finances pour qu'ensuite vous puissiez voilà, le transmettre à vos enfants et qu'ils puissent voilà, comprendre un petit peu tous les tenants et aboutissants grâce à vous, encore une fois, comme on l'a dit, en termes de modèle que vous êtes pour vos enfants. Merci beaucoup, Christelle. C'est passionnant et ça ouvre en tout cas un grand champ de réflexion en se disant finalement, là aussi, moi en discipline positive, je parle beaucoup des compétences et des valeurs que l'on veut transmettre à nos enfants. Et finalement, on parle rarement, on arrive rarement sur le sujet de l'argent. Et en t'écoutant, je me dis vraiment que la compétence de gestion financière est une compétence à part entière qui va soutenir
qui va être un peu comme une trame de fond sur le fait de pouvoir avancer dans la vie, parce que nous, en tant que parents, notre rôle, c'est quand même d'élever nos enfants, de les faire grandir dans un environnement où ils vont se sentir en sécurité, et de leur donner l'opportunité au moment où c'est bon pour eux, bah, de s'envoler, de quitter le nid en toute autonomie, de façon responsable, de façon autonome, et qu'ils se sentent bien en fait dans le monde qui les entoure. Ouais, c'est exactement ça, c'est ce qu'on a envie de leur souhaiter. On leur souhaite le meilleur, on a envie qu'ils se sentent bien, confortables, en sécurité. Et l'argent, mine de rien, de toute façon, l'argent est partie prenante, hein, c'est dans notre monde, on ne peut pas l'écarter, on ne peut pas le diaboliser. Par contre, juste le remettre à sa juste place, encore une fois, de le voir comme un outil, comme un levier pour financer nos projets. Et donc, voilà, encore une fois, le montrer à nos enfants et surtout au moment où tu touches ta première paye, moi je me souviens encore de ce moment-là, et de se dire, bah, voilà, je me sens pas déboussolée, je sais à peu près ce qu'il faut faire, je sais qu'il y a une partie où ça va être pour des dépenses, voilà, des dépenses normales, on va dire, répondant à des besoins, et puis il y a des dépenses plaisir, et puis peut-être qu'il y a une partie aussi épargne, parce que bah, tout ça, on l'a déjà vu avant avec ses enfants. Mhm. Super, hein. Merci beaucoup Christelle. Rappelle-nous un petit peu comment on peut te trouver, te suivre, ce que tu proposes éventuellement pour les personnes qui voudraient aller plus loin. Ah bah écoute, alors moi je propose des accompagnements individuels, parce que c'est ce que j'adore, la proximité avec mes clientes. Des femmes qui sont souvent âgées entre 30 à 50 ans environ et qui ont envie en fait de prendre en main leurs finances, qui ont justement manqué d'éducation financière, qui ne sont pas vraiment intéressées à tout ça en tout cas et qui ont envie de voilà, donner un nouvel élan à leur patrimoine, à leurs finances et se créer des nouveaux revenus diversifiés, que ce soit pour un projet de reconversion professionnelle, que ce soit pour juste concrétiser des beaux projets de vie et de voilà, donner encore une fois, se donner les moyens en fait pour développer ses finances en acquérant justement des nouvelles des connaissances et des compétences financières. Super. Donc tu as aussi un podcast, où est-ce qu'on peut te trouver, te suivre? Alors, en fait, vous tapez, alors pour le podcast, c'est Nouveau Tournant. Je sais que je suis à peu près visible sur toutes les plateformes les plus connues. Et puis sinon, sur ma chaîne YouTube, Christelle Chetkowski. Voilà. Et puis sur Facebook, sur Instagram, je suis un peu partout. Partout. Voilà. Mais un immense merci à toi, Christelle, pour toutes ces pépites, cette réflexion qu'on a partagée. Moi, je repars avec ces 5 enveloppes. Non, mais je trouve ça vraiment très, très intéressant. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.